Bonjour à tous et bonjour Joël. Bonjour Fred. Et bienvenue pour cette vidéo de la chaîne YouTube tennisbelge.be où nous allons vous présenter tout d'abord le parcours de David Goffin au Masters et la deuxième partie de la vidéo sera consacrée évidemment à la Coupe Davis. Oui. On y va tout de suite. Alors, ce Masters, bon, ça ne s'attendait peut-être pas à un tel parcours de David quand même. Non, on espérait au mieux une qualification pour les demi-finales. On s'était dit que ce serait déjà un bel exploit. Et là, il a vraiment sorti un tout gros match en demi contre Roger Federer. Un match qui, après le premier set, semblait relativement facile pour Federer. Il semblait vraiment un cran dessus. Et David a su hausser son niveau de jeu de manière spectaculaire et remporter sa première victoire contre la Suisse au bon moment. Les poules déjà, avant ça, un match terrible contre Nadal. Oui, tout à fait. Les esprits chagrins diront oui, Nadal était diminué, etc. Il faut quand même le battre parce que Nadal, s'il monte sur le terrain, il va se donner à 100%. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Même si dans son esprit, il savait qu'il n'irait peut-être pas au bout, ou probablement pas au bout du Masters, il s'est battu pour gagner ce match. Et David a dû aller le chercher loin mentalement parce qu'après avoir gâché un petit peu une des 4 balles de match qu'il a dans le deuxième set, parce que les 3 autres, c'est Nadal qui joue très bien. Il fallait des ressources mentales pour aller rechercher ce troisième set. On peut dire que Nadal était inconstant sur ce match-là, mais sur les points importants, il était vraiment présent. Oui, c'était le Nadal qu'on connaît, hein, qui ne lâche rien et qui effectivement sur les points importants joue mieux que les autres points, alors que souvent ses adversaires justement eux jouent un petit peu moins bien les points importants. Donc c'est ça qui fait de Nadal une bête de compétition comme il est. Après Dimitrov, on savait qu'il avait toujours du mal contre lui. Oui. C'est un peu le contre-coup aussi sans doute de toute l'émotion qu'il y a eu dans le match précédent. Oui, c'est certain, mais si on regarde le nombre de joueurs qui ont battu Nadal et qui ont réussi à survivre à leur exploit, je pense que c'est assez faible. À part les tout grands, Djokovic, Federer, etc. Mais si on regarde les gens pour qui c'était vraiment un exploit de battre Nadal, bien souvent le contre-coup après est terrible et oui, mentalement il a dû aller puiser très loin et donc c'est difficile de se remotiver directement, se reconcentrer directement sur le match suivant. On peut penser à Muller, à Wimbledon par exemple, qui aussi a eu un match terrible contre Nadal et qui n'a pas survécu au tour suivant. Et donc dans le dernier match, là c'était Thiem. Oui, là, le match des copains, ouais. Et il a joué exactement comme il devait le faire, et c'est Thiem qui était plus paralysé par l'enjeu, on a eu l'impression que David. Donc souvent on pensait que David était un petit peu friable mentalement sur certains matchs, mais là il a prouvé que non, il a passé vraiment un cap. Au vu du tirage au sort, moi c'est effectivement Dimitrov qui me faisait plus peur, parce que justement on sait qu'il a des statistiques largement négatives contre lui, et ça s'est pas arrangé dans ce Masters. Par contre Thiem, malgré qu'il soit le 4e de cette poule, non seulement il avait de bonnes statistiques, mais en plus c'est une surface qui convient beaucoup plus à David. C'est une surface qui est meilleure pour David, et Thiem ces derniers mois ce n'est plus trop en forme. Non, tout à fait. Donc voilà, il fallait la victoire sur Nadal au premier match, cette superbe victoire, pour parvenir à terminer 2e derrière Dimitrov. Oui. Et se qualifier donc pour cette très belle demi-finale contre Federer derrière. En finale, de nouveau Dimitrov. De nouveau Dimitrov, et cette fois-ci un match tout à fait différent de la poule, puisque David a pris le taureau par les cornes. C'est lui qui a dominé très largement le début du match, qui a breaké d'entrée. Il s'est malheureusement fait contre-breaker directement, a re-breaké, et malheureusement il n'a pas su tenir ce deuxième break jusqu'au bout du set, parce que le premier set, c'est un peu David qui fait tout, qui fait les points gagnants et qui fait les erreurs. Mais il faut dire que Dimitrov a retourné aussi. On dit que c'est le baby Federer, j'ai lu quelque part que c'était plutôt le baby Nadal hier, et effectivement, il est allé chercher des points assez extraordinaires et des points importants. Oui, il avait plutôt un jeu attentiste par rapport à David hier. Oui. C'était assez étonnant de voir, pas vraiment le match qu'on attendait. Hein. Je pensais non, tout à fait. Dimitrov plus offensif. Oui. Et on a l'impression que Dimitrov a plutôt essayé de casser le jeu de David, de ralentir en bombant pas mal quand même ses revers de temps en temps. En utilisant son slice, on sait qu'il est très efficace et très gênant. Mais effectivement, il ralentissait le jeu alors que David lui est allé de l'avant, et c'est ça que je trouve vraiment bien dans le David qu'on a vu au Masters, c'est que aussi bien contre Federer que contre Dimitrov, on l'a vu très souvent à la volée et avec quand même pas mal de réussite. C'est une constante effectivement sur ce Masters, oui. Bon, à part peut-être le premier match contre Dimitrov, mais vraiment David a fait évoluer son jeu vers l'avant. Il s'est montré extrêmement agressif. Ça a payé, on l'a vu contre Federer.
ça a presque payé contre Dimitrov. Avec, malgré tout, la volée, ça reste encore, même s'il a eu un peu de réussite, je veux dire, ça reste quand même encore un point perfectible. C'est perfectible parce que sur certains points importants, là, il a failli. Il a fait de très très bons services volés et dans le jeu qu'il perd au troisième set, c'est le moment où il fait une mauvaise volée sur un service volé, il fait un mauvais choix. La balle de match définitive, même chose, il n'a plus qu'à terminer et il rate cette volée-là. C'est un peu dommage parce que sur l'ensemble de son match, il est largement positif sur les points pris à la volée par rapport à ceux perdus. Service aussi un petit peu défaillant à un certain moment. Dans la finale, oui. Alors qu'en demi, il a servi vraiment de manière extraordinaire. Ici, il n'a pas passé à cette première balle. Il a eu quelques doubles qui pèsent dans la balance. On voit aussi maintenant que c'est devenu vraiment une arme très très importante pour David, son service. Quand il passe, ça devient vraiment très difficile de le battre, même pour les meilleurs. Oui, parce qu'il a maintenant, quand son service passe, il fait une moyenne de 1 ace par jeu de service. C'était pas le cas hier malheureusement, mais sur une surface un peu plus rapide, comme le dur, effectivement son service est devenu vraiment une arme. Et on espère qu'il le retrouvera évidemment le week-end prochain. La transition est parfaite pour la Coupe Davis. Donc le week-end prochain, on va voir déjà les équipes, je pense que tout le monde les connaît, mais on peut voir que sur ce tableau que la France vient avec 6 joueurs au départ. Jeudi, pour le tirage au sort, il faudra en sélectionner 4 pour les 2 équipes. Nous, on vient avec 5 joueurs, donc la France c'est Joe-Wilfried Tsonga, Luca Pouille, Nicolas Mahut, Pierre Hugerbert, Julien Beneteau et Richard Gasquet. Côté belge, nous avons donc David Goffin, Steve Darcy, Ruben Belmans, Arthur de Greef et Joris Delors. Alors, on va tout de suite parler de Joris, c'est un peu la surprise de le revoir là. Oui, et j'ai justement vu aujourd'hui qu'il s'était entraîné en double et apparemment sans la moindre gêne. Et donc on est plutôt positif pour le voir s'aligner samedi dans le double avec Ruben. Bon, on va le dire tout de suite, au niveau du simple, il n'y a pas vraiment de suspense. Il n'y en a aucun, que ce soit en Belgique ou en France. Effectivement, en Belgique, il n'y a absolument aucun suspense, ce sera Steve et David, bien entendu. Et en France, c'est plus que probable que ce soit Lucas Pouille et Joe-Wilfried Tsonga. Par contre, pour le double, il y a une vraie inconnue, c'est côté belge. C'est l'inconnu de Delors qui semble se lever, mais évidemment, c'est pas après un jour d'entraînement qu'on peut prendre une décision. Il faudra voir demain à froid comment il se sent. On peut aussi se demander si c'est pas un peu un coup de bluff de Johan de le sélectionner. On espère évidemment qu'il soit prêt à jouer sur Tout à fait. Ça pourrait aussi être un coup de bluff pour essayer de brouiller les pistes un petit peu et semer le doute. Oui, je pense qu'il y a pas mal de bluffs parce que Yannick Noah, à mon avis, fait le même coup de bluff de l'autre côté en n'ayant pas fait s'entraîner aujourd'hui Herbert en double, mais uniquement en simple. Mais s'il a tapé la balle 2 heures en simple, c'est qu'il est prêt aussi physiquement. Donc je crois qu'il y a quand même une partie d'échec qui se joue là dans les coulisses. En tout cas, c'est évidemment pas du tout crédible que Herbert soit aligné lui en simple. Est-ce qu'il sera sélectionné dans la 4 ? C'est aussi une grosse inconnue. Oui, ça effectivement c'est l'inconnu parce que si Yannick prend un gars comme Bento, Bento peut très très bien jouer en simple, il l'a prouvé, il est en forme en plus à Paris en allant jusqu'en demi-finale, en battant au passage David, même si David n'était pas le David des Masters. Il prouve quand même que c'est un joueur à prendre au sérieux, aussi bien en simple qu'en double. Parce qu'en double, la paire titulaire normalement depuis presque 2 ans, c'est Mahut Herbert. Mais ces derniers mois, ça se passait plus trop bien. Ils ont eu quelques contre-performances. Ils ont perdu, je crois, 2e tour à Wimbledon, 1er tour à Roland Garros et à l'US Open, un truc comme ça. Au Masters, ils ont dû abandonner 2 matchs. Tous les 2 étaient un peu blessés. Récemment, c'était Herbert ou le dos, je pense. Le dos, oui, tout à fait. Donc, il est très probable, d'autant que Mahut a déjà joué souvent avec Beneteau. Très bien avec Beneteau, ils se connaissent bien, ils ont joué les quarts de finale et ils ont gagné contre la Grande-Bretagne ensemble. Moi je pense que ça sent quand même pas très bon pour Pierre Hugerbert. Effectivement, parce que en cas de blessure ou de coup de moins bien d'un joueur de simple, il faut quand même avoir une réserve, ce que la France peut se permettre, nous pas. Si Steve ou David se blesse, c'est la catastrophe. Avec tout le respect que j'ai pour Joris, Arthur ou Ruben, ça n'est quand même pas le même niveau en simple.
Par contre, la France évidemment a des réserves et donc il serait un peu idiot de la part de Yannick Noah de ne pas en profiter. Donc je rappelle que la première journée va opposer le numéro 1 de chaque équipe au numéro 2 de l'autre équipe. On ne sait pas encore, ça c'est le tirage au sort qui le décidera, quel match commencera. Donc ce sera, si la logique est respectée, David Goffin contre Lucas Pouille et Steve contre Joe Wilfried Tsonga. Dans quel ordre ça doit encore se décider. Moi je verrais bien une petite surprise là. En tout cas, ça ne m'étonnerait pas que Yannick Noah fasse un plan anti-Goffin, soit vraiment, et que tout l'esprit de l'équipe de France soit vraiment tourné sur Goffin et qu'ils oublient un petit peu Steve. C'est possible, effectivement. On a l'impression qu'il le snob un petit peu. Simplement, oui, il joue bien en Coupe Davis, mais il n'est que 70e mondial. Ils oublient peut-être un peu le passé. On se souvient d'un Christophe Van Gers qui était au-delà de la 100e place et qui leur a joué un sale tour. Mais on espère évidemment que Steve fasse la même chose. Et cette fois-ci, il n'attendra peut-être pas le 5e match décisif pour créer la surprise. Il faut dire aussi que David a amené toute la lumière à lui grâce à ce Masters. Oui. On espère évidemment qu'il ne sera pas fatigué, ça c'est la petite inquiétude qu'on peut avoir. Il y aura de la fatigue, c'est certain, mais j'espère qu'elle sera compensée par déjà le mental qui s'est forgé ici, parce que c'est la meilleure performance de sa carrière. Donc il est dans une spirale positive, et porté, je pense, par l'équipe, porté par Johan, la fatigue, il va l'oublier. Par contre, c'est certain qu'après le week-end, il ne faudra plus rien lui demander, et je crois qu'il aura droit à des vacances très méritées. Évidemment, c'est toujours embêtant de savoir ce qui est mieux, de se reposer un petit peu avant, de ne pas faire un gros résultat comme ça avant ou pas, au niveau de la fatigue, au niveau du mental, qu'est-ce qui est le mieux. Je pense quand même que ici le mental, la confiance en lui qu'il a gagné sur ce Masters va primer, d'autant qu'il aura 5 jours pour se retaper avec. Oui, il n'y a pas de changement de surface non plus, contrairement à Murray qui il y a 2 ans avait dû passer à la terre battue, mais ça ne l'avait pas beaucoup gêné. Non, il avait une telle marge, il faut dire. Mais par contre la France contre la Suisse il y a 2 ans, ils avaient essayé de jouer ce coup-là à Federer, ça avait failli marcher, parce que Federer avait raté son match du vendredi, mais il avait quand même pu être sur pied pour le double et pour ramener la victoire à la Suisse. Et donc, soit en premier, soit en deuxième match, je compte vraiment sur Steve pour faire quelque chose contre Tsonga et pour apporter le doute dans cette équipe. Il a été tout près de le faire contre Kyrgios. Il a battu Zverev. Oui, ça c'est un match référence aussi pour lui. En Allemagne, sur une surface rapide, un gros serveur aussi, donc pourquoi pas. On sait que normalement Steve n'aime pas trop jouer les très gros serveurs, mais il a prouvé qu'en Coupe Davis, effectivement contre Kyrgios et contre Zverev, il sait aller le chercher aussi. Souvent il a besoin d'un set d'adaptation, mais après, une fois que le set est passé, digéré, il devient très dangereux. Après le double, si c'est Joris qui joue, bon, on ne verra pas. Si c'est Arthur, il nous comprendra bien, je pense, si on leur donne 10% de chance au grand maximum. Mais si c'est Joris, les chances augmentent un petit peu, effectivement, parce que c'est une paire qui marche bien, on l'a déjà dit. Maintenant, c'est clair que les Français, quelle que soit la composition qu'ils mettent, seront favoris du double, grands favoris du double. Mais c'est une finale de Coupe Davis, si le match est un petit peu accroché, en double ça peut aller très vite, et si on perd un petit peu les pédales, on peut très vite perdre plusieurs jeux d'affilée et se retrouver en difficulté. Donc ce sera un match à jouer de toute façon. Et puis dimanche, ça commencera par le match de numéro 1, qui pourrait bien être un match clé, comme c'est souvent le cas. Tout à fait. Là encore, il faut que David soit au top, on espère qu'il aura d'ici dimanche vraiment récupéré. Et contre Tsonga, il peut, hein, c'est le genre de joueur qu'il aime jouer. Oui, tout à fait. Comme ça. Oui, lui, contrairement à Steve, a toujours bien retourné, même contre les très gros serveurs. Et justement, quand il peut s'appuyer sur une balle rapide, une balle puissante comme celle de Tsonga, là, il devient très dangereux. J'aurais presque tendance à dire qu'il retourne mieux contre les grands serveurs. On a vu en finale contre Dimitrov que les premières deuxièmes de Dimitrov, il les aimait pas beaucoup. Non, effectivement, et cette deuxième très kické le gênait aussi. Donc, ils sont bien plus kickés aussi, son service très bien, il en est capable. Donc, ça, s'ils ont regardé la finale, je ne doute pas qu'ils l'ont fait. Oui, tout à fait. Ça sera peut-être aussi un point qui va jouer en notre défaveur. S'il faut, on ira au 5e match, et là, on compte tous sur Steve de toute façon. C'est Monsieur Coupe Davis. Oui, lui est prêt à jouer un 5e match décisif, ça, je suis certain. Et même en 5-7, et même il ira jusqu'au bout, ça, pour ce titre qu'il espère depuis tant d'années.
Je crois que il sera à fond et on sera à fond de toute façon. Tout le week-end, je ferai un live tweet. Je serai sur place, je ferai un live tweet. Bon, je ne ferai pas sur Facebook comme j'avais fait pour la demi-finale parce que ça se prête pas trop finalement sur Facebook. Je ferai plutôt des résumés 7 par 7 sur Facebook, ce sera mieux. Mais sur Twitter, vous pouvez nous suivre. Là, ce sera un live tweet jeu par jeu, très certainement. Voilà tout ce qu'on pouvait dire. On se revoit de toute façon, on espère après, avec la victoire lundi ou mardi prochain. Et il n'y aura pas de meilleur moyen de clôturer cette superbe saison pour le tennis belge. Salut! Au revoir.